Mes chers collègues, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente du conseil départemental, messieurs et mesdames les lauréats et lauréates, bien sûr, et puis mesdames et messieurs des institutions culturelles ou de la presse, et puis chers téléspectateurs, puisque cette cérémonie est retransmise en ce moment même sur notre chaîne de l'Académie de Saintonge. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle Jean Gabin qui est mise à la disposition de l'Académie généreusement par la ville de Royan. Et puis, selon les termes consacrés, je déclare ouverte cette 68e cérémonie des prix de l'Académie de Saintonge. L'année 2024 a été cruelle pour notre Académie qui a perdu 5 de ses grands anciens, Alain Brastat, Jacqueline Fortin, Pierre Dumousseau, Madeleine Chapsal et Jacques Dacier. Alors ayons une pensée pour eux qui ont porté bien haut les couleurs de notre Saintonge. Et je me suis demandé ce qui leur aurait fait plaisir. Ils avaient des personnalités différentes, des conceptions différentes, des philosophies différentes. Mais j'ai pensé qu'il y a quelque chose qui leur aurait plu à tous les 5, c'est un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs. Moi, je suis un peu émue. Nous allons aujourd'hui couronner, vous le savez, les lauréats 2024 et recevoir 2 nouveaux académiciens. Vous allez donc en entendre des discours et vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Eh bien, permettez-moi de vous dire que certains discours ont un pouvoir absolument extraordinaire et qu'ici même, en Charente-Maritime, nous en savons quelque chose. Nous célébrons en effet le 230e anniversaire d'un épisode de la Révolution devenu légendaire, le naufrage héroïque en 1794 du navire Le Vengeur. Après un vaillant combat contre les Anglais, le capitaine et l'équipage ont refusé de se rendre et de baisser pavillon, préférant s'abîmer dans les flots en chantant la Marseillaise. Le nom du capitaine, Renaudin, est gravé sur l'arc de triomphe de l'Étoile. Et au Panthéon, une sculpture monumentale immortalise, depuis cette époque, les glorieux marins du Vengeur. Je pense que vous les voyez derrière moi. Il appartient d'autant plus à l'Académie de Saintonge de saluer leur mémoire que l'équipage venait en grande partie d'ici, du Gard, de Cozes, de Rochefort, Marennes, La Tremblade, Mornac, l'Aiguille, La Rochelle, l'île d'Aix, l'île d'Oléron. Sur le rôle d'équipage, on retrouve le nom et leur localité d'origine. De surcroît, notre assemblée compte dans ses rangs 2 experts de cette histoire. Emmanuel de Fontaigneux, qui m'a fait découvrir à Cozes le monument à la gloire du Vengeur, et Pascal Ferchaud, auteur d'un ouvrage sur le capitaine Renaudin, originaire du Gard, comme lui. Mais revenons, si vous le voulez, en 1794. En 1794, la situation n'est pas brillante pour la jeune République. La patrie est en danger. Les soldats de l'an 2, les fameux soldats de l'an 2, font de leur mieux, mais sans grand succès. Et c'est la terreur. Au comité de salut public, Robespierre et Saint-Just vont rester célèbres. Il en est un autre que l'on a injustement oublié, c'est Bertrand Barrère, l'un des meilleurs orateurs de la Révolution. Celui qui prononce le plus grand nombre de discours, et pour cause, il est vraiment brillant. Quand il y a un auditoire à enflammer ou alors une mauvaise nouvelle à faire passer, ses collègues devaient lui dire « Vas-y toi ». Pour la bataille navale en question, c'est ce qui s'est passé. Il a annoncé les pertes avec sobriété, 7 vaisseaux disparus tout de même, et puis il est remonté une 2e fois à la tribune, tout feu, tout flamme, pour faire un discours incroyable. Je le cite. « Imaginez, dit-il, le Vengeur, percé de coups de canon, s'entr'ouvrant de toutes parts, cerné des tigres et des léopards anglais, un équipage de blessés et de mourants, luttant contre les flots et les canons. Tout à coup, montent ou sont portés sur le pont tous les pavillons, toutes les flammes sont arborées. Les cris « Vive la République »,« Vive la liberté » se font entendre. » Bref, je m'arrête là, mais vous voyez, c'était un discours absolument phénoménal et qui a eu un succès en quelques phrases
Il a fait du vengeur le symbole des vertus républicaines. Il a suscité un enthousiasme absolument phénoménal. On donne quelques semaines plus tard un opéra intitulé « Naufrage héroïque du vaisseau Le Vengeur ». On commande des tableaux aux peintres, des poèmes aux poètes, une maquette du bateau pour le Panthéon. On dirait aujourd'hui que le Vengeur devient une icône de la République. Alors Barère n'en était pas à son coup d'essai. Quelques mois plus tôt, quand l'armée républicaine essuyait des revers face aux Vendéens, Barère avait fait passer la pilule en exaltant la mort glorieuse du petit Joseph Barras, un gamin qui gardait les chevaux de son général, un petit peu à l'écart du combat. Au retour du général, il n'y avait plus de chevaux et le petit garçon était mort. On n'a jamais vraiment su comment. Vous connaissez la suite. Le peintre David l'a immortalisé tout nu, alors qu'on lui avait pris ses chevaux, hein, pas ses vêtements. Du moins, c'est l'histoire officielle. Et des rues dans toute la France, dans beaucoup de villes de France en tout cas, portent le nom du petit Joseph Barras. Alors l'avantage dans cette histoire, avec Joseph Barras du moins, c'est qu'il était bien mort. Le hic avec les glorieux marins du Vengeur, c'est qu'il n'était pas mort en chantant la Marseillaise, enroulé dans les plis du drapeau tricolore, il n'était pas mort du tout. Leur bateau avait bien coulé, mais les Anglais avaient envoyé des chaloupes et sauvé la moitié de l'équipage, dont Renaudin, que le capitaine ennemi, le capitaine anglais, a invité à prendre une collation pour se remettre de ses émotions à son bord. Alors cela n'a rien de choquant, c'est la règle dans la marine. Et Renaudin, revenu en France, va poursuivre une très belle carrière jusqu'au grade de vice-amiral. Et puis à la retraite, il va retourner aux gardes dont il deviendra le maire. Ce qui est inattendu dans cette histoire, c'est que la vérité connue n'a pas détrôné la légende. Bien au contraire. Sous Louis-Philippe, c'est-à-dire 35 ans plus tard, une campagne de presse dénonce, je cite le titre des journaux, « l'ingratitude d'une patrie qui laisse mourir dans la misère les sublimes héros du Vengeur ». Alors on leur vote du coup une pension, ce qui était très bien, une pension pour être mort en chantant la Marseillaise. C'est un petit peu une décision paradoxale, mais qui ne coûtait pas trop cher au pays parce qu'il n'en restait plus que 6 dans les glorieux marins du Vengeur. Des écrivains romantiques comme Alexandre Dumas, Lamartine s'emparent du sujet, écrivent des envolées absolument magnifiques, ont fait des tableaux, des chansons, et dans 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo, à bord de son fameux Nautilus, va se recueillir sur l'épave du Vengeur, qui, dit-il, dit le capitaine Nemo, après un combat héroïque, dématé de ses 3 mâts, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s'engloutir que de se rendre, et disparut sous les flots au cri de « Vive la République ». Alors Jules Verne écrit ces lignes sous Napoléon III. Vous pouvez imaginer l'apothéose à l'avènement de la Troisième République. À Cozes, ville natale de Pillet, le second du navire, on élève un monument. Le naufrage du Vengeur est immortalisé sur le socle de la statue de la République à Paris, c'est un bas-relief, sur des tableaux, des gravures, des panoramas, même jusque sur les protèges cahiers des écoliers, et puis, je vous le disais pour commencer, sous la coupole du Panthéon. Et Barère, me demanderez-vous, et Barère qui parlait si bien. Contrairement à Robespierre ou Saint-Just, il n'a pas été guillotiné. Nos ancêtres, là aussi, en sont témoins, puisqu'il a été incarcéré à la prison de Saintes, avant de s'en évader et de vivre tout à fait bien jusqu'à l'âge de 85 ans. On l'a oublié, lui et sa férocité, parce qu'il était féroce aussi, mais on a gardé le petit Joseph Barras et les héros du Vengeur. Vous voyez, on en parle encore aujourd'hui. C'est bien la preuve du pouvoir des discours. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, le palmarès 2024 de l'Académie de Saintonge va être décerné ici même et dans un instant, puisque nous allons décerner le Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge, qui est attribué à Mathieu Lehanneur, designer et créateur de la vasque olympique que vous avez tous vu s'élever dans le ciel de Paris au moment des Jeux olympiques. C'était un moment de forte émotion. C'est Christophe Lucet qui va vous le présenter,
Mais avant, et parce que c'est très difficile, même avec tout le talent de Christophe, de décrire certains objets, je vous propose un petit film où Mathieu Lehanner nous parle de ses réalisations les plus emblématiques et nous les fait découvrir. Il y a eu des étapes très importantes, mais ça a commencé dès mon projet de diplôme, sur mon projet sur les médicaments, qui n'est pas encore dans les pharmacies, mais qui est dans les collections du MoMA à New York. Il y a eu l'église de Mel, qui est un projet très important pour moi, dans ce qu'il a pu, non pas ouvrir comme porte ou comme visibilité, mais comme d'éléments qui m'ont construit, clairement. Un projet pour un hôpital, pour un service de soins palliatifs, où là, vous vous rendez compte quand même. Et là, c'est peut-être une marche, peut-être une des plus importantes pour moi, qui est de se dire à un moment, lorsqu'un curé de campagne fait appel à vous, et quelque temps après, lorsqu'un directeur d'hôpital, grand hôpital parisien, fait appel à vous, vous vous dites une chose, c'est qu'en fait, le monde a très bien compris ce que le design pouvait apporter. Je suis assez convaincu que le curé de campagne va rarement à Maison et Objets et qu'il lit rarement des magazines de design. Néanmoins, il a compris qu'un designer pouvait avoir un effet important pour son église. Le directeur d'hôpital a d'autres sujets, d'autres lectures, d'autres centres d'intérêt que nos questions et nos métiers du design, de l'architecture et de la décoration. Néanmoins, il a compris ce que c'était que le design et ce qu'il pouvait apporter à lui, à ses équipes et aux patients, et en l'occurrence en fin de vie. Et donc, c'était pour moi un des plus beaux signes de se dire que finalement, si le monde a compris jusqu'où pouvait aller le design, et dans des domaines finalement assez loin de ceux qu'on connaît, alors on aurait bien tort, nous, designers, créateurs, architectes, etc., à nous cantonner à des domaines de compétences ou d'expertise ou à nos précarés. Finalement, je me rendais compte avec ces commandes-là que le monde était beaucoup plus ouvert que nous, nos métiers. Alors, quelle année pour Mathieu Lehanner? Quelle année 2024? Il avait été choisi pour dessiner la torche et la vasque des Jeux Olympiques de Paris, nommé designer de l'année par le salon Maison et Objets. Le natif de Rochefort, et oui c'est le lien bien sûr, le natif de Rochefort fête son demi-siècle et il vient d'installer à Ivry-sur-Seine sa factory, le bureau atelier où il conçoit et réalise avec son équipe des créations où l'art et la technologie s'unissent pour répondre aux défis les plus divers. Il était donc naturel que notre académie cite elle aussi tout en haut de son palmarès 2024, celui qui est une des chevilles ouvrières de ces Jeux olympiques que nous venons de vivre, olympiques et paralympiques bien sûr. Ce passionné de science à ses débuts voyait le design comme le chaînon manquant entre la médecine et l'art. Il consacra son projet d'étude à l'ergonomie des médicaments en imaginant des objets thérapeutiques qui figurent aujourd'hui dans les collections du Museum of Modern Art de New York. Qu'il s'agisse de filtrer l'air ambiant par des plantes, c'est le projet Andrea, ou de créer une station météo en forme de sculpture écran dans une unité de soins palliatifs, la veine scientifique de notre designer est très fertile. Et les brûleurs qui équipaient la torche des Jeux Olympiques étaient conçus pour protéger du moindre courant d'air cette icône légère en acier recyclé que vous avez pu admirer et dont la symétrie pure évoque l'égalité des valides et des athlètes handisport, celle des sportifs hommes et des femmes, et les friselies du vent à la surface de la Seine. Parmi sa myriade de réalisations, on compte une rénovation au Grand Palais, la série Ocean Memories à Venise, le lustre du musée des arts décoratifs à Marseille. Ce designer présent aussi bien dans des collections américaines que françaises au Centre Pompidou, au Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France, ou bien belge au musée du design à Gand. On peut aller dans notre région, et on vient de le voir donc à l'écran, admirer la façon dont Mathieu Lehanner a repensé le chœur et l'autel de la vénérable église Saint-Hilaire de Mel, dans les Deux-Sèvres, en sublimant son architecture romane. Donc voilà un petit peu un éventail des réalisations de Mathieu Lehanner. Alors, nous l'avons bien sûr invité à venir jusqu'ici
Hélas, nous avons appris hier, vraiment au dernier moment, que Mathieu Lehanner était retenu pour des raisons familiales à Paris, dont nous le regrettons vraiment amèrement, mais enfin, nous allons essayer de l'avoir avec nous. Et alors, je vais me tourner vers la régie au fond de la salle pour savoir si nous pouvons nous mettre en contact avec lui par téléphone. Est-il possible donc d'avoir une liaison avec Mathieu Lehanner? Mathieu Lehanner, êtes-vous au bout du fil? Nous essayons de vous joindre. Cher académicien, très cher Christophe, tout était prévu pour que je sois là, je devais être là. Malheureusement, je ne peux pas être là pour un imprévu dont je me serais bien passé. Je suis très très heureux et touché de ce prix, et je tenais à vous le dire. Sans doute d'abord parce que j'imagine que je suis peut-être à vérifier, mais le premier designer qui le reçoit, et donc ça me flatte, ça m'honore, et que effectivement que vous, académiciens, voilà, puissiez me remettre ce prix me touche beaucoup. J'ai vécu une aventure incroyable, évidemment, cet été avec cette aventure olympique, la torche olympique d'abord, et puis on en avait parlé avec Christophe, et puis ensuite cette aventure incroyable de la vasque olympique, dont on avait parlé aussi. Mais c'est vrai que je me faisais vraiment une joie de pouvoir voilà, clôturer aussi ce moment-là incroyable avec vous. Encore une fois, j'en suis absolument désolé. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai hâte de venir quand même. Alors je serai évidemment un peu en retard de quelques semaines ou quelques mois, mais voilà, venir là, sur place, bon, pas très loin des terres où je suis né. Je vous serre dans mes bras, ou je me permets de vous serrer dans mes bras, et j'espère vous voir à bientôt. Voilà, Mathieu Lehanner, Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge, et qui, d'ailleurs, disait s'être inspiré pour cette merveilleuse vasque olympique qui s'élevait sous un ballon dans le ciel des Jeux olympiques, s'être inspiré des premiers aéronautes français, des frères Montgolfier bien entendu, et puis des premiers aéronautes comme en particulier la charentaise maritime Sophie Blanchard, qui a été la première femme aéronaute et qui elle-même aussi a subjugué les Parisiens et les Français et même toute l'Europe de son temps par ses ascensions en ballon. Bravo à Mathieu Lehanner, Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge. Le prix, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir maintenant le prix de la Corderie royale, et Alain Kéla-Villéger qui va nous le présenter. Le prix de la Corderie royale est attribué, 2024, est attribué à Denis Montebello pour Ma Rochelle et autres îles et les couleurs des Charentes en 1916-1920. Alors, avant que de donner la parole à Alain, même chose, comme c'est un livre absolument formidable, ce livre sur les couleurs des Charentes, ce sont toute l'équipe dont Denis Montebello fait partie, ont retrouvé des autochromes des années de la guerre de 14. Ce sont les toutes premières photos en couleur qui existent de notre région, et elles sont absolument somptueuses, et je vous propose d'en regarder quelques-unes. Voilà, ce sont des autochromes des années 1920. 1916-1920, et je passe la parole à Alain Kéla-Villéger pour vous parler des livres de Denis Montebello. Bien, bonjour. Oui, le prix de la Corderie royale qui va
à ce livre, Les couleurs de Charente en 1916-1920, aux éditions du Ruisseau, et aussi à l'autre livre que Denis Montebello a publié cette année chez le même éditeur, Ma Rochelle et autres îles. On connaît bien Denis Montebello, homme d'Épinal, j'avais presque envie de dire image d'Épinal, venu en Aunis-Saintonge pour y exercer son métier de professeur de lettres, beau métier. Il a déjà reçu en 2009, ici même, enfin c'était à Saintes, le prix Madeleine Labruyère pour son livre Le diable, l'assaisonnement. Ce fin poète, romancier, et non moins fin érudit latiniste, s'est fixé dans une région où, dit-il, il y a plus de ciel que de paysages. Notre Vosgien n'en est pas moins né en littérature dans ce plat pays, pays de ciel et de mer, même si son sentiment océanique n'a guère le pied marin, il l'avoue. Il est donc très à l'aise pour saisir la fragrance et la puissance des autochromes, on vient d'en voir, issus de la collection Albert Kahn, ces célèbres archives de la planète, qui, jadis, entendirent rendre compte du vaste monde, mais n'oublièrent pas d'immortaliser notre littoral atlantique. Outre Angoulême et Saintes, à l'intérieur, furent immortalisés dans les années 1916-1920, La Rochelle, Énande, l'île de Ré, Fouras et Rochefort. Dans son autre livre, Ma Rochelle et autres îles, il salue Fromentin, Bonpland, Loti, Simenon, Jean-Jacques Salgon aussi. Son exotisme n'est pourtant pas celui des lointains horizons. Denis Montebello se nourrit de la proximité, de l'interstice, des traces. Son aventure au quotidien préfère la cueillette, la lecture buissonnière, l'étymologie, il est très fort, les noms de chalutiers ou de venelles, des saveurs aussi, bien sûr. Il aime avant tout faire confiance au hasard, être le touriste de sa vie, entre guillemets, et écrire. J'ai compté une trentaine de livres, tout de même. Surtout, Montebello s'est observé sur nos plages la bernache cravant, à ventre noir, ou l'océanite tempête. Je ne les connaissais pas avant de l'avoir lu. Et je veux croire que ce sont, aujourd'hui, cette bernache, espèce migratrice menacée, et puis le petit oiseau de mer océanite tempête, refoulé, affamé sur nos littoraux, qui, pour le remercier de sa bienveillante et littéraire attention, lui remettent ce prix de la Corderie royale. Merci Alain pour cette belle présentation. Merci à Marie-Dominique Montel et à l'Académie pour le prix qu'ils nous remettent aujourd'hui. Pour la deuxième fois, comme Alain l'a rappelé, je suis un récidiviste. Et ce prix qui m'est remis aujourd'hui, le prix de la Corderie royale, c'est un prix qui me touche beaucoup. Pour les raisons suivantes. Bon, d'abord, la Corderie royale, c'est un nom qui me dit quelque chose, qui me parle même beaucoup. Comme Alain et comme Didier, son frère, je l'ai découverte en friche, mais je n'y jouais pas, je n'avais plus l'âge. J'approchais la trentaine quand je suis arrivé dans cette région. Je suis arrivé à La Rochelle, dans l'Aunis, dans un paysage qui brillait en quelque sorte par son absence. C'est un paysage absent, une absence de limite, devant laquelle j'aurais pu éprouver le sentiment océanique, c'est-à-dire une sorte d'appel de l'infini, de désir de fusion avec le grand tout. Mais ce que j'ai ressenti surtout, c'est une sorte de peur. Une peur un peu paradoxale, parce qu'elle s'apparente à la claustrophobie. C'est une peur que je trouve définie par un poème d'un poète italien, Giorgio Caproni, dont j'avais envie de vous lire ce petit extrait. Donc voilà ce qu'il dit. Alors je peux vous le dire un petit peu en italien, puis je vous le traduirai après en français. Donc en italien, ça donne cela. Sfondata ogni porta, abbattute le mura, e il cosiddetto infinito, la nostra clausura. Donc si je le traduis, ça donne à peu près ceci.
chaque porte effondrée, les murs abattus. Est-ce que c'est le soi-disant infini, notre closure ou clôture? J'entendrais plutôt prison. On peut être prisonnier de cette absence de limite. C'est un petit peu ce que j'éprouvais. Et quand j'ai écrit mon premier livre, qui portait le titre de Le sentiment océanique, justement, c'est un livre qui est une sorte de traversée de l'Onis, de cette absence de paysage. C'est un peu une navigation, je vais d'île en île, la quête ne s'arrête jamais. Et je vais aussi cueillant des noms. Les noms que je cueille, c'est un peu une façon d'habiter, de clore mon jardin, de créer une closure ou une clôture, pas une prison. Donc c'est le premier livre que j'ai écrit, qui a été publié par André Reynaud, avec un parcours de signes de lui, aux éditions La Rumeur des Âges. Et aujourd'hui, donc, paraissent aux éditions du Ruisseau, que je remercie ici. C'est du livre qu'on a rappelé, Couleurs des Charentes, et puis Ma Rochelle et autres îles. Alors, Ma Rochelle et autres îles, c'est un livre qui rappelle justement mon arrivée, où je reprends mes premiers contacts avec cette absence de paysage. C'est un livre qui parle de La Rochelle, bien sûr, et qui en parle d'une façon un petit peu décalée, je crois. Alors, comme beaucoup de mes livres, qui sont un peu nés d'une rencontre, qui sont le fruit du hasard. Le hasard, chez moi, fait toujours bien les choses. Il me glisse toujours une phrase que je prends pour moi et qui va déclencher un texte, ou un objet sur lequel je bute mon pied ou mon œil et qui va aussi déclencher un texte. Et là, ce qui a déclenché Ma Rochelle et autres îles, mais déjà avait déclenché l'écriture du sentiment océanique, c'est un superbe lapsus. Un journaliste interrogeait Wim Wenders lors du Festival de Cannes sur son film Les ailes du désir. Et il lâche, au lieu des ailes du désir, les îles du désert. Et je me dis, voilà, ça y est, j'habite une île du désert. La Rochelle, c'est une île du désert. Et je vais aussi cherchant une sorte d'île dans le désert. Voilà, c'est tout mon travail d'écriture. Voilà. Bravo, 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 bravo. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le prix La Rochelle Université qui est décerné à Marine Le Breton pour ses cartes marines qui sont réunies dans un très beau livre sous-titré Poésie du littoral français. Et c'est Emmanuel de Fontenieu qui va vous la présenter. Je vous propose, même chose, de la regarder quelques secondes, quelques minutes, travailler avant d'entendre Emmanuel de Fontenieu. Bonjour. Alors, Marine est là, je l'ai vu tout à l'heure, qu'elle n'hésite pas à venir me rejoindre sur l'estrade. La voilà. Alors, il est difficile de classer ce très bel ouvrage qui propose en 130 cartes un portrait complet du littoral français métropolitain, assorti d'une cinquantaine de textes de connaisseurs, d'innombrables citations et d'une préface de l'artiste et musicien Miossec. Il s'agit d'une œuvre à part, une poésie du littoral, comme l'annonce la couverture. L'auteur
n'est pas cartographe à l'origine, mais artiste graphique, formé aux Beaux-Arts de Lyon et installé à La Rochelle depuis 2013. Alors, est-ce un atlas? Pas exactement. Tout est juste pourtant, dicté par la rigueur. Côté terre, les proportions toponymes, bâtiments, routes sont calquées sur des documents IGN et vérifiées sur Géoportail. Côté mer, les informations du CHOM donnent l'exacte bathymétrie de l'océan, mais extrapolées et interprétées. Les contributions écrites tirent le propos vers le sensible, l'émotion, le souvenir, puisque la carte est un prolongement de soi. Alors, livre d'art, pourquoi pas? Le cœur du projet est dans la confection d'une broderie graphique, comme elle le dit elle-même, un code très original, figurant les profondeurs de la mer, un entrelacement infini de hachures, de points, de courbes, de cheveux d'encre que l'auteur trace à la pointe fine. Il lui faut à peu près une semaine pour dessiner une carte et qui figure l'échappée, le contour invisible et méandreux du profond. C'est dans ces mouvements du large, saturant la page, que se déploie l'imaginaire cartographique, quelque part entre science et égarement. Bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas très férue en discours. À la base, ce projet, c'était un plaisir égoïste de retrouver l'idée de travailler à la main. Ce n'est pas ma vraie formation, je ne suis pas cartographe. Et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, ce plaisir égoïste est devenu quelque chose qui parle à des gens parce qu'en fait, on se rapproche de son territoire, on l'aime ou en tout cas, on en a des souvenirs, quels qu'ils soient. Et finalement, la carte, c'est un prolongement de soi. Donc c'est assez amusant de se dire qu'au début on fait ça pour soi et qu'en fait ça parle aux autres. Et quand le livre est sorti, c'était assez étonnant de voir que ça marchait bien. Et puis aujourd'hui, merci de me remettre ce prix parce que c'est encore plus étonnant. Voilà, donc ce livre c'est juste un étonnement et ce projet aussi. Merci. On va ajouter, Marine Le Breton, qu'on peut voir périodiquement vos œuvres, vos cartes, alors en grand format, dans des expositions. Oui, c'est ça. Je fais de plus en plus de résidences. Je fais aussi des expositions. Dans tous les cas, ce que je dis souvent, c'est que ce projet, il a d'intérêt parce que je sors de l'atelier et ces cartes encore plus que moi. Et qu'en fait, ça ne ferait pas sens s'il n'y avait pas de rencontre avec les gens qui habitent un territoire que j'aime à dessiner, quel qu'il soit. Mesdames et messieurs, le prix Royan Atlantique 2024 est attribué à monsieur Sébastien Péris pour son livre « La Saintonge maritime au sortir de la guerre de 100 ans » et c'est Pascal Ferchaud qui va nous le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Péris est docteur en histoire médiévale et il enseigne aujourd'hui dans le secondaire au lycée d'Authé à La Rochelle. Il est chercheur associé au CRIAM de l'Université de Poitiers depuis 2022. Il a récemment écrit avec Michel Bochara et Jacques Perret le livre « Royan, vue de la mer ». La thèse « Les campagnes littorales saintongeaises à la fin du Moyen-Âge, 15e, mi-16e », qu'il a soutenue en 2011 sous la direction de Michel Bochara, a reçu le prix Vaudefoltier des archives départementales de la Charente-Maritime. C'est à partir de ce travail qu'il a produit aux Indes savantes la Saintonge maritime au sortir de la guerre de 100 ans. La période traitée est mal connue en Saintonge. En étudiant le chartrier de Thouars déposé aux archives nationales, il nous permet d'accéder à des archives inédites, notamment sur les seigneuries de Didonne, Mornac, Royan, Saujon, Cozes ou Mortagne. Et ce chartrier révèle encore des secrets qu'il nous faut encore trouver. La Saintonge maritime est en particulier le territoire étudié situé entre la Gironde et la Seudre, était à la fin du Moyen-Âge une frontière. À l'écart des grands centres urbains, cet espace rural durement éprouvé par la guerre de 100 ans va entamer sa reconstruction en s'appuyant sur son ouverture maritime et lui permettre de s'insérer dans le commerce atlantique en plein essor. La production en grande quantité du sel
un des produits phares du grand commerce, offre à cette ruralité maritime une ouverture internationale qui fut une véritable aubaine en matière d'investissement et d'apport de devises. Le territoire traité correspond pratiquement à celui de l'actuelle communauté d'agglomération Royan-Atlantique, et c'est donc tout naturellement que le prix de la CARA qui est décerné à Sébastien Péris. Merci à Pascal Ferchaud pour cette présentation flatteuse, je veux dire, qui ressemble. L'original ne ressemble pas aussi bien à cette description. Merci également aux membres de l'Académie de Saintonge. Alors c'est vrai que sur cette Saintonge, ce qui m'intéressait, c'était ce contexte de reconstruction après la guerre de 100 ans, par la guerre de 100 ans elle-même, et comment progressivement cette population saintongeaise a su innover en quelque sorte en se tournant davantage vers le littoral pour baser sa reconstruction, pour retrouver les ressources nécessaires. Les champs brûlent, l'estran non, donc les coquillages sont toujours là. Et d'ainsi, avec tous les apports de l'extérieur, que ce soit le poisson, le sel, d'autres populations, progressivement la Saintonge a su ainsi affirmer petit à petit sa maritimité et Royan lui fait devenu de plus en plus atlantique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, puisque vous êtes en veine d'applaudissements, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas d'applaudir tous les mécènes, grâce à qui les prix qui sont remis aujourd'hui peuvent être financés. Et quand vous voyez les lauréats, allez voir Christine de Pontchalon, elle leur remet une très belle médaille, celle que vous voyez. Alors les habitués connaissent bien sûr, celle que vous voyez sur l'écran, et puis leur chèque. Et nos prix n'existeraient pas sans ce mécénat formidable de villes, de personnalités, de fondations de notre région qui permettent la vitalité de la culture régionale et qui permettent à l'Académie de soutenir cette vitalité. Alors pour ces mécènes dont la plupart sont ici, je vous demande une salve d'applaudissements du tonnerre. Mesdames et messieurs, le prix de la ville de Royan, le prix de la ville de Royan 2024 est attribué à Florence Thinard pour son livre publié chez Gallimard sur les insectes et dont va vous parler Jean-François Girard. Bonjour à Florence Thinard, bonjour à tous. Aujourd'hui, Florence Thinard est chez elle. Elle est chez elle car elle est née à Royan il y a quelques années. Elle y a grandi en profitant avec passion des plages, des dunes et de l'océan. Elle passe quand même, c'est elle qui le dit, son baccalauréat et monte à Paris où elle obtient avec enthousiasme des diplômes d'histoire, de sciences politiques et de relations internationales, déjà une certaine ouverture. Elle revient dans le sud-ouest, à Toulouse précisément. Elle devient journaliste de presse écrite. Elle décrypte les sujets d'actualité pour la jeunesse. À ce moment-là, c'était déjà important. Puis se consacre à la fiction pour les enfants. Elle proposera ensuite des romans pour les jeunes en difficulté ou qui n'ont pas d'accès à la lecture. Sa voie est tracée. Elle sera, en tous les cas, dans toute cette période, autrice, comme on dit maintenant, pour la jeunesse. Alors, on connaît la curiosité des enfants pour les insectes. Est-ce la raison pour avoir produit, avec l'aide d'une entomologiste, Camilla Leandro, et la plume d'un dessinateur, Benjamin Flou, un très remarquable ouvrage sur les insectes, insectes minuscules, c'est le titre, insectes minuscules, mais essentiels. Florence Thinard, dès la première page, invite son lecteur en le tutoyant. C'est un enfant à découvrir leur vie cachée. En une cinquantaine de pages, dont peut-être on va voir quelques-unes, en une cinquantaine de pages, remarquablement illustrées, du géris pirate d'eau douce, tout le monde sait de quoi il s'agit, à la cigale grise musicienne de l'été, à la limite où on y pense plus facilement, les enfants et les jeunes vont comprendre comment les insectes se nourrissent, se reproduisent et se protègent. Mais ce livre peut aussi être laissé dans les mains des adultes. La précision et la rigueur de son texte aideront à comprendre le rôle immense des insectes au sein
du monde vivant à une époque où la biodiversité, exposée à des menaces de toute nature, doit être activement protégée. Être néerroyant, s'intéresser aux jeunes, puis aux insectes, voilà les raisons qui nous ont conduits à l'Académie à remettre ce prix de la ville de Royan à Florence Linard. Merci, Monsieur Girard. Merci à l'Académie aussi. Alors évidemment, le prix de la ville de Royan, ça m'a fait sauter de ma chaise quand j'ai appris ça. Donc c'est ma ville natale. Je suis née à la clinique il y a une 60aine d'années. Et puis j'ai passé toute mon enfance, c'est vrai, sur le sable. Hier, avec ma maman, on est venu et on a retrouvé ce sable incroyable. J'ai pas mal voyagé dans le monde et nulle part ailleurs, j'ai trouvé un sable aussi fin et aussi doux qu'à Royan. C'était très émouvant de revenir ici, de retrouver la ville qui était à la fois familière et puis étrangère. C'était étonnant parce qu'elle avait changé. Moi, j'avais changé. Tout me paraissait à la fois plus petit et puis en même temps, je me revoyais, moi, dans les rues, en train de faire du vélo, sur la plage, en train de faire de l'optimiste. Et voilà, je suis très, très, très touchée, très contente. Quant à ces histoires d'insectes, alors oui, pourquoi on s'est aperçu en fait avec Camilla, qui est donc Camilla Leandro, qui est une entomologiste, une spécialiste des insectes, une spécialiste des gousiers très exactement, qu'en fait les enfants, quand on leur dans la littérature qui leur est dévolue, on leur parle que des papillons, des coccinelles et des fourmis globalement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de leur parler du géris, de la magicienne dentelée, des gousiers évidemment, parce qu'il fallait qu'il y ait un gousier dedans, et d'autres insectes qui sont peu connus. Mais en fait, le monde des insectes, c'est un monde infini en soi, et on est persuadé qu'on ne protège que ce qu'on connaît et que ce qu'on voit. Et en fait, on ne voit que ce qu'on connaît, que ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a dit, ça c'est important, regarde comme c'est beau. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut espérer que les jeunes générations prendront soin, peut-être mieux que nous, de cette planète. Merci. Mesdames et messieurs, le prix de la Haute-Saintonge 2024 est attribué par l'Académie de Saintonge à François Desligneris pour le Moulin de Constance, un lieu d'art qu'il développe à côté de Pont. Et c'est Philippe Ravon qui va vous le présenter. Bonjour monsieur, bonjour Philippe. Alors, François Desligneris est né à Libourne. Après des études d'architecture et un service militaire dans l'aéronaval, il dirige le Château Soutard, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, jusqu'en 2006. Son intérêt pour les vins et sa volonté de partager ses découvertes avec le plus grand nombre l'amènent à devenir aubergiste vigneron en ouvrant à Saint-Émilion en 1987 l'envers du décor. Cet établissement, bar à vin puis restaurant, devient rapidement incontournable. De cette période prospère qui dure 30 ans, François ne parle pas de chiffre d'affaires, mais de rencontres. 1 million de personnes, artistes, personnalités du monde des lettres, du cinéma, de la musique, du spectacle, de la radio. Ce qui semble animer François dans l'exercice de ses diverses activités est son désir de partage. En 2017, il cherche un lieu hors norme pour se consacrer entièrement à cette passion pour l'art qui l'accompagne depuis l'enfance. Le moulin de Constance, avec sa minoterie, l'attend sur une île de la Seugne, près de Pons. Les travaux commencent rapidement pour donner une nouvelle vie à ces bâtiments industriels. François peut désormais offrir un espace aux artistes qu'il aime, peintres, sculpteurs, céramistes, musiciens, danseurs, écrivains. Chacun y trouve sa place comme une évidence. Si vous êtes décontenancé devant ces œuvres d'avant-garde, le maître des lieux se fera un plaisir d'ouvrir votre regard sur des perspectives nouvelles et surprenantes, imprévisibles. Le journaliste Jean-Claude Raspien-Jass avait titré un article consacré à François Desligneris, « Le tonique mélancolique de Saint-Émilion ». Nous pourrions aujourd'hui, en référence à Courbet, le nommer « le passeur de l'île de Constance ».
Merci beaucoup. Merci bien sûr à l'Académie de Saintonge pour ce prix qui me touche beaucoup. Ce prix, cette médaille va être en bonne place dans la minoterie sur mon île. Et donc vous serez tous un peu chez vous au Moulin de Constance. Et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir pour partager, parce que c'est le mot qui, c'est vrai, a guidé ma vie. Quand on est vigneron, quand on est aubergiste, on fait pas ça pour soi. On produit trop de vin pour le boire soi-même, trop de nourriture pour la manger soi-même, c'est pour la partager. Et là, c'est pareil, c'est la troisième mi-temps de ma vie qui se passe là maintenant. Partager tout ce qui touche au sensible, une nourriture sensible, après que le lieu est fait de la nourriture physique, la farine, on passe à autre chose. Voilà, donc vous serez toujours le bienvenu au Moulin de Constance. J'avais essayé de définir ce qu'est le Moulin de Constance. Le Moulin de Constance est un lieu tout à fait privé, mais complètement ouvert, un lieu de vie et de mémoire, un lieu de rencontre et de déambulation, un lieu à l'écoute du monde, mais sans mondanité, un lieu pour accueillir mes projets et les projets des autres, un lieu sur la carte des chemins de traverse, mais pas facile à trouver. Voilà. En venant au Moulin de Constance, vous offrez aux artistes que vous avez de plus précieux à leur transmettre votre présence et votre temps, votre écoute et votre regard, vos réactions et vos émotions. Je vous remercie. Quand même, j'ai eu la surprise d'apprendre il y a quelques instants que il va y avoir une médaille, ça je suis très très heureux, et un chèque. Ça j'ignorais complètement qu'il y avait un chèque, et ça me rappelle un petit panneau que j'avais mis près de la caisse dans mon restaurant pour avertir nos clients. C'était marqué « La maison n'acceptant pas les chèques, la maison n'accepte pas les chèques ». Voilà, donc je ne sais que faire de ce chèque maintenant. Le prix, vous m'entendez? Oui, je crois. Le prix Jean de la Tour de Jais est attribué à Pascal Moidon pour la Charente, patrimoine fluvial, militaire et commercial. Et c'est Pascal Évin qui va vous parler de ce très bel ouvrage. Et Pascal Moidon va nous rejoindre. Eh bien, nous avons aujourd'hui un ouvrage qui est à la fois scientifique et poétique. Ce qui montre qu'effectivement, on peut lire les deux choses. Pascal Moidon, on m'entend pas? Oui, parce qu'évidemment, si je me tourne, ça va pas être très facile. Alors, Pascal Moidon a habitué ses lecteurs, en quelque sorte, par ses études sur le patrimoine industriel. Et vous savez, vous allez découvrir qu'elle a été nommée chargée de mission pour l'étude du patrimoine industrialisé de Poitou-Charentes en 2005, et s'est entourée d'une équipe de photographes composée de Gilles Beauverlet, Marc Deneyer, Raphaël Jean et Christian Rome, qu'elle a publié ce travail sur la Charente. Alors, je dois dire tout de suite qu'elle travaille à l'inventaire régional, donc à Poitiers. Hein, donc, c'est une entreprise qui était considérable et qui se poursuit. Mais qui se poursuit, en l'occurrence, avec cet ouvrage, d'une façon très poétique, parce que cette descente du fleuve, depuis ses sources, depuis sa source, la Salignac sur Charente, jusqu'à l'embouchure de l'île de Ré, alors là, je pense que vous auriez tous dû réagir vivement, hein, parce que la Charente n'était pas l'île de Ré, jusqu'à l'embouchure de l'île d'Aix, et l'occasion d'évoquer des sites qui bordent le fleuve, dans des domaines les plus divers, sites naturels, activités économiques, avec notamment les ports qui ont été établis sur les deux rives du fleuve, le transport des vins, je sais si ça a été important dans l'histoire de la Saintonge, les barrages, les canaux, les ponts et écluses qui parsèment son cours, les fortifications édifiées pour protéger l'embouchure. Il y a quelques semaines à Fort-Lupin, où il y avait une cérémonie, et voilà une très belle réalisation qui a publié et qui a permis qui évoque effectivement ce passé militaire de la Charente.
Ce travail, comme je le disais, c'est un travail scientifique parce qu'il repose sur des recherches qui ont été effectuées dans le cadre des travaux de l'inventaire général, effectués entre 2016 et 2021. Il est superbement illustré et mérite certainement l'attention des académiciens Tonge, mais aussi du grand public. Parce qu'on ne peut pas le comparer aux sommes anciennes que faisait l'inventaire. Vous vous rappelez, au début de l'institution, on faisait des gros ouvrages. L'île de Ré en est l'illustration la plus célèbre, mais des ouvrages qui étaient très pesants, où il y avait beaucoup d'informations. Mais c'est pas le cas qui a été choisi, c'est pas le format qui a été choisi. Et même si ce travail repose sur des bases scientifiques incontestables, il souligne surtout et avant tout, et de façon une fois encore, je dirais très, très poétique, l'importance du fleuve pour les populations qui vivaient et qui continuent à vivre sur les deux rives, ainsi que pour l'ensemble de la province. Je pense que c'est une occasion, pas unique, parce qu'il y a eu de très belles aussi réalisations, mais c'est une belle occasion de découvrir le patrimoine fluvial, qui est, lui, peut-être un peu moins connu. Bien, merci beaucoup, M. Evin, et bonjour à tous. Je remercie très sincèrement les membres de l'Académie pour ce prix. Je suis très honorée et fière de cette récompense, et une récompense que je me dois de partager avec mes collègues. Vous l'avez dit, M. Evin, donc il y a mes collègues photographes qui ont notamment participé, et également ma collègue cartographe Anne Brunet, et également ma collègue documentaliste Christine Sarrazin, et l'ensemble de mes collègues pour leur lecture et leurs conseils, sans oublier la maison d'édition La Geste. Et en fait, vous l'avez dit, cet ouvrage est le résultat d'un travail très normé, celui qui est mené par le service patrimoine et inventaire de Nouvelle-Aquitaine, qui mène donc sur l'ensemble du territoire régional. Et ce travail très normé, il est mis en œuvre sur la méthodologie de l'inventaire général du patrimoine culturel, qui repose sur trois piliers, c'est-à-dire recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine de la fin de l'Antiquité à nos jours qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Et en fait, cette méthodologie-là, elle a la spécificité de croiser l'étude de terrain avec la documentation, avec les sources documentaires, archives et bibliographies. Et ceci... Et donc, en fait, l'étude que j'ai menée, moi, entre 2016 et 2021, sur le patrimoine lié à l'eau dans la vallée de la Charente, en Charente-Maritime, m'a conduit à constituer 420 dossiers et 5000 photographies ont été réalisées. Et lorsqu'il s'est agi de concevoir une publication qui allait paraître dans la collection nationale des images du patrimoine, eh bien forcément il a fallu faire un tri, et ce tri, ce choix, c'était une manière, il fallait en fait mettre en lumière les étapes et les phénomènes qui avaient abouti à ce que l'on constate, ce que l'on voit actuellement dans cette vallée. Et donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que les dossiers que j'ai établis, ils concernent essentiellement des ouvrages d'art, ce que vous a dit M. Evin auparavant. Et donc, d'où le choix pour moi, pour essayer donc de mettre en lumière ces étapes, ces phénomènes, j'ai fait le choix pour l'introduction de choisir donc l'implantation de l'arsenal maritime à Rochefort en 1666, donc comme pivot de l'introduction, qui est une synthèse de l'étude. Et ensuite, pour la partie image, j'ai choisi là de traiter des grands thèmes, c'est-à-dire la Charente navigable, la Charente militaire, la Charente industrielle et commerciale, la Charente nourricière également, et tout en évoquant forcément les franchissements, tous les ponts qui existent sur la vallée. Voilà, eh bien je vous remercie. Alors, figurez-vous qu'après avoir descendu la Charente avec Pascal Moidon, eh bien, nous allons
refaire une descente de la Charente, encore un livre et totalement différent, mais qui a aussi emballé l'Académie de Saintonge par sa poésie et par son charme. Et c'est Emmanuel de Fontaigneux qui va vous en parler. Le prix de Sainte est remis à Blandine Giambiasi pour son livre « Le goût d'un fleuve, la Charente ». Alors nous restons dans le sujet. Il s'agit ici d'un carnet, une forme qui convient bien à ce livre inspiré par un projet de grande randonnée. Il s'agissait pour Blandine Giambiasi de longer le fleuve Charente à pied dans le sens de la descente, sac au dos, pendant 3 semaines, sur 385 km depuis Chéronac en Haute-Vienne jusqu'à l'île Madame en Charente-Maritime. Une affaire qu'elle a conduite en avril-mai 2021 avec son fils de 9 ans, qui est dans la salle, je crois. Alors, la trame est géographique, mais l'objectif est la collecte des innombrables merveilles qui donnent du goût au paysage. Donc, des pierres, des plantes, des fragments de mémoire historique, de belles images du photographe Günther Wissant, des cartes, des croquis. Et dans cet éclatement de la matière recueillie, d'ailleurs très joliment mise en scène, ou mise en page plutôt, se concentre l'esprit des territoires traversés, un rendez-vous pour toutes les mémoires, écrit-elle. Alors, il y a la mémoire des habitants croisés en route, ce qu'elle appelle joliment les descendants du fleuve, qui ne manquent pas d'arguments. Leurs histoires, leurs trésors culinaires composent un paysage linguistique émaillé de patois et de mots d'autrefois. Faire Godaille, la Gralée, la Cornuelle, enfin bref, ce qui n'est pas le moindre charme du livre, ici c'est bien la langue qui mitonne ses saveurs. Et puisqu'il s'agit de se raconter des histoires de goût et de petits pays, l'aventure est surtout culinaire. Plus de 80 recettes jalonnent cet itinéraire, et quelle belle idée de concentrer le génie des lieux traversés dans la forme inspirante de leur spécialité gourmande. En lisant, on déguste les miasses, tourins, farcis et autres rôtis comme on ouvre le buffet de l'enfance. Malgré sa brièveté, la recette facilite la macération des mots et consacre un mariage heureux entre matière et mémoire. Bref, un premier livre délicieux. J'ai besoin de bouger. Merci. C'est toujours émouvant d'entendre vos mots au sujet de ce premier ouvrage. Donc, faire un premier livre, c'était aussi une aventure. Je voulais rappeler ici que cette écriture, elle est particulière et qu'elle commence par l'immersion dans les paysages, par la marche, par le temps lent, et votre prix est un sérieux encouragement pour moi à poursuivre parce que c'est un ouvrage toujours un peu long et sinueux, de s'immerger et de partir à l'aventure, d'explorer sans savoir ce qu'on va trouver. Voilà. Et l'écriture se fait comme ça, comme un carnet de voyage, comme une écriture de voyage. Simplement, moi, mon obsession, ce sont les nourritures, car il me semble qu'on pourrait peut-être sauver le monde si on se préoccupait un peu plus de nos nourritures et d'où elles proviennent. Avec joie, si possible. Alors, puisque vous avez récompensé un designer, c'était une excellente idée. Je voulais vous parler de la forme de ce livre à laquelle je suis très attachée. Choisir les papiers. Il a eu une forme tout à fait artisanale dans sa première vie. Et c'est sur ces critères, ces engagements, aussi bien écologiques, de fond et de forme, que je défends aussi fort par ailleurs. Et qu'il n'est pas facile d'exister ainsi dans le monde de l'édition. Je remercie, car j'ai rencontré un éditeur qui partage les mêmes valeurs. C'est La Nage de l'Ours, qui est un éditeur qui se préoccupe aussi du territoire, localement, et qui défend ces valeurs-là avec moi. Ça, c'était une très belle rencontre, donc le livre va avoir maintenant une deuxième vie, grâce à eux. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant décerner le prix Jean-Claude Dubois. Vous savez, le prix Jean-Claude Dubois, c'est notre prix de littérature. Le prix Jean-Claude Dubois 2024 est attribué à Patrick Tudoret pour son livre Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour aux éditions Talendier. Et c'est Olivier Dubois qui va nous le présenter. Patrick Tudoret est né à Oran en janvier 1961. Auteur d'une vingtaine de livres, dont L'homme qui fuyait le Nobel, paru chez Grasset, il a reçu plusieurs distinctions, dont le Grand Prix de la critique littéraire en 2009, le prix Claude Farrer en 2016 et le prix Brantôme en 2018, pour son livre consacré au peintre Rochelet Eugène Fromentin, que je vous conseille de lire évidemment. De formation universitaire, ce littéraire a fait un doctorat en sciences politiques avant de devenir chercheur et enseignant. Son approche consiste à rechercher avec précision les informations relatives au thème ou à la personne choisie pour son ouvrage, tout en lui apportant une touche romanesque, sans trahir les traits de personnalité de ses héros. Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour, est un livre vivant. C'est le livre qui honore Patrick Tudoret. C'est un livre vivant, pétillant, plein d'anecdotes. Il raconte la vie de Juliette Drouet, la femme de l'ombre, la femme fidèle, la femme de chaque instant pour Victor Hugo. Ce livre parle donc beaucoup de Victor Hugo. Ce livre, de Victor Hugo vu de l'autre côté du miroir. Il évoque la vie fascinante de cette force de la nature qui a donné son âme et son talentueux esprit pour le peuple français qu'il aimait tant et qui le lui rendait si bien. Mais il raconte aussi la vie de cette Juliette, jeune orpheline, qui inspira le personnage de Cosette, sorte d'épouse bis de Victor Hugo, éprise d'un amour sans limite pour son Victor. Elle a pour lui supporté toutes les épreuves. À l'issue de l'ouvrage, on ne peut qu'être sous le charme de cette vraie grande dame, respectable et respectée, y compris par Madame Hugo elle-même, à la fin de sa vie, et par les 4 enfants du couple Victor Hugo. Par son intérêt littéraire et historique, ce roman biographique mérite amplement le prix littéraire Jean-Claude Dubois de l'Académie de médecine de Saint-Onge. Là, c'est un pléonasme parce que mon père était médecin. Patrick Tudoret et mon frère est membre de l'Académie de médecine. Patrick Tudoret, très attaché à la Charente-Maritime et à La Rochelle, où il a vécu durant son adolescence, raison pour laquelle il est primé aujourd'hui, a entre autres publié un album sur La Rochelle aux éditions Sud-Ouest. Il a également présenté sa pièce de théâtre Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour sur les planches de la salle Jean Gabin de Royan à l'automne 2023, à l'occasion d'une tournée française de plus de 100 représentations. Il les attend dans quelques jours. Alors qu'il a su parfaitement décrire l'amour unissant Juliette à Victor, il n'est pas étonnant que le dernier livre de Patrick Tudoret traite de l'amitié. Après nous avoir enseigné les conditions de l'amour vues par Juliette, il nous apprend les vertus de l'amitié, à lire sans modération. Un grand merci, évidemment, de tout cœur à l'Académie de Saint-Onge, et j'y reviendrai rapidement à la fin de mon laïus. C'est parce que je suis un littéraire, justement, que j'ai choisi d'étudier la philosophie et de pousser mes chères études jusqu'à un doctorat de sciences politiques. À la puissance de l'imagination, comme disait Pascal, il me fallait ajouter la spéculation métaphysique, mais aussi la confrontation aux rudes réalités du monde, aux idéologies, y compris les pires, qui ont pu contaminer l'espèce humaine. Il n'est que d'ouvrir les yeux aujourd'hui, malheureusement, pour y être plongé. Cette hantise de l'enfermement explique pour une grande part que j'ai voulu ouvrir les fenêtres, étendre ma tessiture et la surface de mes terrains de jeu, recherche, enseignement, production télévisuelle, mais aussi et surtout dans le domaine littéraire, romans, essais, biographies, récits, plus ou moins autobiographiques, poésie et bien sûr théâtre. Ainsi, l'enlisement dans un seul genre ou une seule idée m'a-t-il toujours semblé problématique, fermant d'un esprit de constriction, fermé quand je souhaite humblement favoriser la construction ouverte. Après 22 livres publiés, c'est des éditeurs qui m'ont fait confiance. On va parler de Grasset, mais la table ronde, de Talendier aujourd'hui, les belles lettres. Gratitude à eux.
4 pièces de théâtre et des centaines d'articles ou chroniques parus dans la presse, j'ai le sentiment d'avoir atteint une sorte d'équilibre, humble équilibre, entre littérature et théâtre. Ainsi, mon dernier roman, Juliette, Victor Hugo Montfolamour, comme l'a dit Olivier, honoré en ce jour, est-il devenu une pièce à la demande de la formidable comédienne Marie Lucignol. Après 2 festivals d'Avignon et 2 tournées à travers la France, nous tutoyons en effet les 100 représentations avant d'aborder Paris. Juliette Drouet, magnifique figure féminine, immense amour du connétable des lettres françaises, est devenue le symbole de cette passion intacte que j'ai humblement à transmettre par le truchement des mots. Je suis particulièrement sensible, moi le Rochelet d'âme et de cœur, à cet honneur que vous me faites en me mettant cette distinction. Permettez-moi de vous remercier de tout cœur encore, commencer par Madame la directrice Marie-Dominique Montel, vous tous, Olivier, vous tous, éminents membres de l'Académie de Saintonge, et donc Olivier Dubois en particulier, pour ce beau prix qui me touche d'autant plus qu'il honore la mémoire d'un père. En 1 seconde, ça sera difficile, mais en 10, c'est possible. Nous envisageons de présenter une nouvelle fois la pièce de Patrick Tudoré, Juliette, Victor Hugo Montfolamour, excusez-moi, je suis un peu ému, et ce qui se fera sans doute au printemps à Saujon, puisque le maire de Saujon est favorable à cette idée, et l'Académie également. Donc vous aurez sans doute l'occasion de voir ou revoir cette pièce qui est absolument fantastique. Le prix, nous allons passer, mesdames et messieurs, au prix Jacques et Marie-Jeanne Badois. Vous le savez, mesdames et messieurs, c'est notre prix du patrimoine et il est attribué cette année à l'association du chantier naval Robert l'Église qui s'occupe essentiellement de bateaux traditionnels sur l'île d'Oléron, au château d'Oléron. Et c'est Christine de Pontchalon qui va vous les présenter à l'instant. Christine. On regarde d'abord un petit bout de film pour que vous puissiez assister à leur façon de travailler qui est assez sensationnelle aussi. Parfois, vous les repérez encore échoués dans un recoin de vasière ou à moitié engloutis au milieu d'un marais. Une carcasse de bateau en bois, quelques membrures, image d'un passé paraissant très lointain, attirent votre regard. Ce sont les vestiges modestes, oubliés, des anciens bateaux de travail qui ont sillonné, pendant les siècles précédents, les eaux des Pertuis charentais. Avant l'invention de la fibre de verre et des résines de synthèse, les courrouleurs et ostréiculteurs sortaient chaque jour de leur dure vie de marins à bord de ces bateaux traditionnels. Las marines, qu'autres, revenaient à quai après chaque marée. Leur pêche faisait vivre les familles et le petit monde tournant autour des ressources arrachées à l'océan. Avec eux,
ont bien failli disparaître les métiers de l'entretien et de la réparation de ces outils de travail délaissés pour la modernité. Et aussi, il faut bien le dire, pour les facilités offertes aux pêcheurs par les bateaux contemporains. Un bateau en bois, c'est beau, lorsqu'on vient à Marennes ou au château d'Oléron, mais seulement pour les vacances d'été. Pendant un siècle, de 1890 à 1995, le chantier naval Robert L'Église a construit et entretenu ces bateaux en bois. Et quand le dernier de la lignée familiale, l'aimé de tous, arrête son activité, et lorsque les bruits et les voix des hommes au travail ont cessé, les Oléronais se sont dit qu'il ne fallait pas que ce passé et ce savoir disparaissent à jamais. L'association du chantier naval Robert L'Église a ainsi vu le jour en 1995. La passion et la compétence de ses membres ont conduit l'Académie de Saintonge à lui décerner le prix du patrimoine Jacques et Marie-Jeanne Badois. Monsieur Pelletier est là, au nom de l'association, pour recevoir ce prix. Venez donc. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est à la fois un plaisir et un honneur d'être parmi nous ce soir, notamment pas mal de membres du chantier qui sont ici toute une travée et à qui ça fait énormément plaisir. Voilà. Notre ami vient d'évoquer la naissance du chantier, c'est-à-dire que c'était le dernier des chantiers de l'île d'Oléron et ma foi héritier d'un passé plus de centenaire. Nous étions une poignée de passionnés qui travaillaient déjà, qui œuvrent pour le patrimoine maritime dans différentes associations. Et l'occasion était venue, étant donné que M. L'Église avait fermé son chantier, donné ce chantier à la commune du Château-d'Oléron, la municipalité n'était pas en mesure de pouvoir faire vivre ce chantier. Donc nous avons décidé de monter cette association, qui de plus en plus a grossi, et puis, ma foi, tous les mercredis, nous nous retrouvons pour, d'une part, réparer les navires, leur donner une seconde vie, et puis les faire naviguer, si possible. Voilà. Et bien, oui, bien sûr. Alors, de toute façon, je vous invite tous à venir nous voir le mercredi, et il y en a deux, et nous avons aussi deux permanences, qui sont le vendredi et le samedi. On aura un réel plaisir de vous recevoir. Voilà. D'autre part, on a eu la chance aussi, dans cette recherche, de mettre la main sur beaucoup de documents. Nous avons nous avons hérité d'une centaine de plans, tout d'abord, que nous avons à des fins de conservation extrême remis au département, aux archives départementales. Ils sont conservés dans d'excellentes conditions. Et une deuxième fois, nous avons récupéré encore une quarantaine de plans qui dataient du chantier d'origine. Et ceux-là, nous les avons versés aussi aux archives du musée de Saint-Pierre-de-Léron, qui les conserve dans de très bonnes conditions. Mais en même temps, nous avons aussi récolté tout ce qui peut se récolter sur tous les éléments possibles et imaginables sur cette navigation et sur l'usage des navires, tant plein de voilures que de photos, et puis aussi des témoignages oraux que nous avons transcrits. Voilà. Ni plus ni moins, nous faisons ce que nous pouvons, et nous sommes ni plus ni moins, je pense, que des passeurs de mémoire. Merci beaucoup. Le prix de l'île d'Oléron, est attribué à Madame Thérèse Rotureau, qui est dessinatrice et aussi l'auteur d'un très beau livre, Les vasières des pertuis charentais. Et c'est Éric Després, notre nouvel académicien, qui va vous en parler. Thérèse Rotureau, après avoir enseigné les arts appliqués dans un lycée d'Orléans, a profité de sa retraite pour regagner sa maison de l'île d'Aix, où elle a ainsi eu le loisir de contempler la formidable diversité végétale du littoral. Thérèse s'est imprégnée et appropriée ce monde végétal d'une manière peu connue, en allant aussi bien dans le détail aérien que souterrain. La pointe de son pinceau et la précision de ses gestes nous amènent à une poésie visuelle sans précédent, où l'art et la science perdent leur repère.
Thérèse nous plonge ainsi dans ce voyage visuel où ces magnifiques dessins de plantes sont comme des portraits, où la dureté de la vie emprunte toutes les cicatrices de nos existences sur Terre. Ces œuvres sont les clés de voûte de nombreux ouvrages et expositions en France. Toujours attachée à ces plantes du littoral, Thérèse s'est imprégnée aux vasières de Charente-Maritime. Ces vases aux abords rebutantes, où on y perd les chaussures à la moindre aventure, sa complexité biologique et géologique en perpétuelle décomposition et recomposition, l'odeur d'œuf pourri. La vie grouillante où l'invisible est prête à vous mordre, couper ou bien vous piquer. Avec toutes ces cartes en main, Thérèse Rottureau a publié un nouvel ouvrage sorti fin 2023 qu'elle a co-réalisé avec Pierrina Miramant et Thierry Guyot, Vasières des Pertus charentais, avec cette fois une approche littéraire sur cette vase à l'image négative pour nous les humains et pourtant d'une richesse insoupçonnable. C'est avec des photos, dessins et illustrations remarquables que Thérèse, avec ses 2 collègues, a su mettre en valeur ces zones méconnues de notre région. Bravo. Je voudrais déjà remercier ces messieurs de l'Académie des sciences et madame pour avoir choisi ce livre qui, au premier abord, n'est peut-être pas très engagé. Parce que vous voyez, quand j'ai voulu mettre comme titre l'éloge de la vase, tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La vase, c'est quelque chose de sale, de dangereux. Il faut surtout pas s'en approcher. Et moi, j'ai découvert à la retraite que le Pertuis et tous ces littoraux, ça n'était pas que du sable et de l'eau pour se baigner. Et que les gens qui arrivaient en disant je ne vais pas en Charente-Maritime parce qu'il y a beaucoup de vases. Moi, j'ai découvert que c'était une merveille. Et je prends les 2 mots que j'ai entendus plusieurs fois dans l'après-midi, c'est le mot regard et le mot partage. Et moi, j'ai eu envie, dans ce livre, de partager mon émerveillement pour la vase et d'attirer les regards sur cette mal-aimée. Et quand même, on lui est redevable non seulement, je vais dire, d'un spectacle que je trouve, moi, extraordinaire, mais quand on regarde l'utilité de cette vase, à la fois pour l'oxygène qu'on respire, puisque si j'ai bien compris ce que notre spécialiste a rajouté dans le livre, il y a une production d'oxygène qui est très importante. Alors on n'a peut-être pas la forêt amazonienne, mais on a une très belle vase. Et je trouve que ce prix que vous avez eu, la gentillesse de me remettre, j'ai envie de le partager avec la vase. Alors, je pense que vous en avez vu quelques-uns sur l'écran, mais je vous conseille, parce que Thérèse Rottureau, on parle presque très modestement, de regarder ses dessins. Je voudrais attirer aussi l'attention sur les 2 personnes qui ont participé à ce livre sur les vasières, parce que M. Miramant a ajouté tout le côté scientifique que moi j'étais bien incapable de mettre, et Thierry Guyot a ajouté les photos qui sont superbes. Donc, je vous conseille de prendre ce livre, qui est actuellement en réédition, je pense, et peut-être difficile à trouver. Bravo. Bravo à vous. Thérèse Rottureau, prix de l'île d'Oléron. Le prix de prix Marraine hier Brouage, Thomas Brosset, pour son livre Le fantôme des marais. C'est Christophe Lucet qui va vous en parler. J'espère que Thomas Brosset est à nos côtés, mais avant même, attendez, je voudrais, Thomas Brosset, entrez donc. C'est un livre dont il va vous parler dans un instant, mais moi je voudrais vous présenter, parce que vous ne le connaissez peut-être pas, il est, paraît-il, très rare de le voir et de l'entendre, le véritable héros de ce livre.
Voilà. Cet oiseau, il va vous le dire beaucoup mieux que moi, mais c'est un butor étoilé, n'est-ce pas? Et on l'entend à des kilomètres. On l'entend, ce cri d'amour. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors là, maintenant, je leur donne la parole parce que moi, je suis pas du tout compétente, mais c'est formidable et ce livre est formidable. Merci Marie-Dominique. Bonsoir Thomas Brosset. Thomas Brosset, pour le fantôme des marais, un polar. Donnez le goût de la nature aux lecteurs de polar et l'envie aux amoureux de la nature d'ouvrir des romans policiers. Ainsi Thomas Brosset résume-t-il le propos de son fantôme des marais, fantôme qui revêt le plumage d'un héron très rare, au butor étoilé, dont vous venez d'entendre le cri et dont la tenue de camouflage le rend invisible lorsqu'il s'immobilise dans les fragmites, sauf pour les observateurs patients et avertis qui tendent l'oreille pour percevoir son chant semblable à la corne de brume, un son si triste et inquiétant. Le natif de Thouars, dans les Deux-Sèvres, et de cela, il a beau avoir fait carrière dans le journalisme, 40 ans à arpenter la Charente-Maritime et le Grand Sud-Ouest pour le journal du même nom, c'est là que nous avons fait connaissance, sa passion pour l'ornithologie est dévorante. Démarré dans notre département, son tour de France de la Jean ailée a produit une trentaine de petits ouvrages, publiés pour la plupart aux éditions de la Geste, qui donnent envie d'imiter l'auteur en filant dès l'aube, jumelles autour du cou, observer les ramages de l'innombrable famille d'oiseaux. L'histoire régionale est l'autre corde à son arc. En 2013, Thomas avait eu les honneurs du prix Champlain de notre Académie pour Les filles de La Rochelle, publié par Le Croix-Vif, assorti du prix Mélusine des auteurs de Poitou-Charentes. Son intérêt pour l'histoire de la cité portuaire charentaise s'était étendu à un aspect méconnu, l'appartenance de La Rochelle à la Ligue hanséatique, créée en 1241 en Allemagne, à Lübeck, la puissante union des cités marchandes du Nord. L'auteur en avait fait la matière d'un reportage, puis d'un livre, également publié par l'éditeur charentais. Côté polar, Thomas Brosset a déjà livré en cette année 2024 deux autres histoires dont les héros sont des oiseaux rares. Le gypaète barbu, dit aussi le casseur d'os, dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, et notre fou de bassan, Oléroné. En attendant un autre opus pyrénéen, dont je ne résiste pas de vous dire le titre, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Voilà. Donc maintenant, je donne la parole à Thomas Brosset pour nous parler un petit peu de son fantôme des marais et de son travail. Merci Christophe. Merci à l'Académie de Saint-Onge. Ça fait 2 fois que vous me voyez à Royan. Moi, je vous vois mal. Il y a ma tête derrière qui n'est pas terrible. Ah bon? Donc oui, alors le butor étoilé, j'ai eu la chance de le voir et de le photographier il y a un peu plus de 2 ans. Il vient qu'en hiver. Il vient assez rarement dans nos régions. Il est venu il y a 2 ans juste à côté de Brouage. Et ça m'a donné l'idée, comme il a un côté très mystérieux, cet oiseau, ça m'a donné l'idée de ce polar. Je me suis dit, des guides d'oiseaux, j'en ai fait. C'est pour les ornithologues, c'est bien. Pour les gens qui ne sont pas ornithologues, c'est un peu rébarbatif. Je vais essayer de faire de la fiction. Alors, je me suis lancé là-dedans en me disant, qu'est-ce qui peut servir de fil rouge à tous mes livres? C'est la quête, moi, de l'oiseau rare, mais en fait, le Graal de chacun, on a tous une quête. On peut, par exemple, avoir envie d'être sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les bancs du Conseil départemental. On a tous une quête, on a tous une panthère des neiges à chercher. Et moi, c'est les oiseaux rares. Donc, le premier de tous, ça a été le butor étoilé. Et puis, je continue ma quête avec le gypaète barbu, ce dont parlait Christophe tout à l'heure, qui est le plus grand rapace des Pyrénées. Et puis, on a parlé de pas l'ombre d'un doute. En fait, en l'occurrence, ça sera plutôt la recherche du grand coq de bruyère. Mais il y en a un autre qui va sortir peut-être avant,
qui s'appelle Le Dernier Râle à Saintes. Et il s'agit du râle des genêts, qui est encore plus rare que tous, qui est en train de disparaître complètement. Parce qu'en fait, dans ce que je veux faire, c'est de montrer que ces oiseaux sont en grande disparition. Il faut vraiment les protéger, il faut les aimer et les protéger. J'ai été très content d'entendre l'éloge de la vase tout à l'heure, parce que si j'avais pas la vase ici pour me faire du plaisir, c'est les avocets. C'est merveilleux la vase. Pour ça, la richesse pour l'avifaune. On a une avifaune fantastique ici grâce à la vase. Et c'est très bien qu'on ait pu récompenser quelqu'un qui a fait un livre sur la vase également. Voilà. Merci beaucoup à tous. Dites-nous deux mots quand même, parce qu'on l'a vu sur le. Vous décrivez très bien, il faut le dire, les marais de brouage, c'est à plusieurs heures, à les heures où on a le plus de chances de voir les oiseaux. Mais ce fameux butor étoilé, c'est vrai qu'on l'entend à plusieurs kilomètres? Alors, je ne l'ai pas entendu à Brouage parce que je faisais des photos dans la journée. Je l'ai entendu un peu plus loin en Roumanie, mais on peut l'entendre à des kilomètres, surtout parce qu'en général, il chante au crépuscule, à l'heure où il n'y a rien. Mais c'est vrai, c'est une corne brune, quoi. On entend, c'est une véritable corne brune. Et, oui, tout à fait. Ça fout les jetons. Et ça fout les jetons aussi quand on le voit, parce que quand il se met vraiment dans les fragmites, il lève le bec comme ça, si bien que vous voyez des fragmites et deux yeux derrière les fragmites, c'est tout ce que vous voyez. C'est vraiment le fantôme des marais, quoi. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer en beauté ce palmarès, je vous propose d'accueillir maintenant la lauréate du prix Claire Belon, qui est Madame Monique Filiou, pour son livre consacré aux femmes du Cognac, de l'ombre à la lumière. Monique Filiou, et c'est Christine de Pontchalon qui va vous présenter son livre. Alors, c'est donc Les femmes du Cognac, de l'ombre à la lumière, mais il existe aussi une version anglaise. Et les femmes du Cognac sont Moving into the Light. Je trouve que c'est très joli. Elles arrivent dans la lumière. Donc, Monique Filiou est une femme orchestre, dans tous les sens du terme. Juriste, musicienne, cavalière, cuisinière, écrivain, le tout avec talent. C'est pour cela que l'Académie la distingue aujourd'hui. La tradition agricole et viticole lui a dévolu la gestion et la commercialisation des cognacs portant son nom, et en 1977, surtout le nom de son mari. Car à cette époque, nous paraissant lointaine, l'épouse et mère demeurent à l'arrière-plan et dans l'ombre. Pourtant déjà, elle est l'indispensable pilier sur qui repose l'existence d'une exploitation et de la famille qui en vit. L'image classique du passage de l'ombre à la lumière n'est pas fausse, ni même réductrice. Les femmes du Cognac travaillent aujourd'hui. C'est lui, là. Les femmes du Cognac travaillent aujourd'hui dans les vignes le jour, à la distillation, devant les alambics la nuit, aussi au chai, à la maison, dans les salons professionnels, tout le temps. Dans cette belle galerie de portraits de femmes du Cognac, l'ouvrage de Monique Filiou place côte à côte de très jeunes femmes et des pionnières ayant dû affronter, sans peur, le regard des autres et pas seulement celui des hommes. Les crises du marché des eaux de vie, le gel et la sécheresse, les appels de la banque, les doutes et les inquiétudes de leurs proches. Je crois qu'on est encore en pleine crise, une fois de plus. Monique Filiou leur rend un hommage plus qu'admiratif. Après tant d'années souvent difficiles, la relève est bellement assurée. Courage. Oui, non, ça va. Je vais parler du micro. Voilà. Oui, un petit peu quand même. Voilà, je voulais tout d'abord remercier tous les membres de l'Académie de Saintonge d'avoir choisi ce livre, parce que choisir ce livre, c'est une lumière de plus pour ces femmes du Cognac. Et en fait, ce prix, je leur dédie, parce que c'est leur histoire. Et je veux, plutôt que parler de la genèse de ce livre, qui est important bien sûr, je vais parler sur ce qu'il a apporté. J'ai été contactée il y a très peu par une jeune femme qui fait un master en management de vin spiritueux à la Kedge School de Bordeaux. Et elle me dit, Madame Filiou, votre livre a inspiré ma thèse. Donc je vous donne le titre de cette thèse, c'est le rôle des femmes dans la transmission du cognac comme un bien culturel, économique et patrimonial. Et surtout, je vous demande de retenir
Pourquoi elle fait ce livre? Elle me dit, ce livre est la première référence en termes de reconnaissance des femmes dans l'univers du cognac. En effet, le cognac existe depuis près de 4 siècles, et c'est la première fois que la parole et le visage de ces femmes est gravé dans le marbre. J'ai dû procéder à des interviews parce qu'effectivement, il n'existe absolument rien sur ces femmes depuis 4 siècles. Ce livre a aidé à les sortir de leur invisibilité, créer une très forte cohésion entre elles toutes. Elles se réunissent 2 à 3 fois par an, font visiter leur domaine, échangent, essaient de se soutenir, de s'aider. Et on arrive également aujourd'hui à la concrétisation d'une antenne, d'une association nationale qui a commencé par Estelle Depin, présidente de l'antenne de Bordeaux, qui a créé il y a quelques années les Ladies Wine. Et donc, une jeune femme designer de la région, toujours sur l'apport de ce livre, s'est dit pourquoi ne pas créer une antenne à Cognac. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé, je dirais plutôt exigé, que l'association s'appelle Ladies Wine and Spirits. Donc, là encore, il y aura des conférences chaque mois. Toutes les femmes liées au cognac, pas seulement celles qui sont dans le cognac, bien sûr, comme vient de l'écrire si bien Christine, mais aussi celles qui sont toutes liées par le design, la communication, le transport, la vente, enfin, toutes celles qui sont liées aux vins et spiritueux pourront se rencontrer chaque mois autour d'une conférence, échanger sur des réseaux. J'aurais voulu parler d'un podcast d'une journaliste que j'ai reçue il y a quelques mois, qui elle faisait son master également sous la forme d'un podcast. Donc, elle est venue m'interroger sur son livre. Son sujet était le sexisme dans la viticulture. Bon, le podcast, je ne dirai rien sur ce podcast, c'est ni mieux ni pire qu'ailleurs. Sinon, elle m'a reproché une chose, de ne pas avoir parlé des saisonnières. Bon, les saisonnières, c'est bien connu, ça va, ça vient. Je ne pouvais pas parler des saisonnières. Je voulais que ces femmes soient des modèles, que d'autres puissent se dire à travers ces témoignages, à travers ces portraits, moi aussi je peux le faire. Et je sais qu'effectivement, ça s'est fait, soit chez de toutes jeunes femmes, soit des femmes beaucoup plus âgées. Il y a eu des parcours que j'ai découverts après et qui étaient vraiment magnifiques. Par ailleurs, elle m'a laissé entendre également que ces femmes étaient des aristos, parce qu'elles avaient ces domaines familiaux. Alors j'aimerais bien qu'on ne s'y trompe pas. Elles ont choisi sciemment de revenir sur leur terre, ou les ont épousées, ce qui m'est arrivé. Voilà, mon mari est là, moi je viens de Paris, comme l'a expliqué Christine. Si elles sont les héritières de ces domaines, c'est parce que d'autres générations, à d'autres époques, ont travaillé durement, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Plus que d'un domaine viticole, elles ont hérité du fruit d'un labeur, et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour des raisons de machisme ambiance patriarcale et ou des raisons économiques, quelquefois, elles sont parties, effectivement, elles ont beaucoup voyagé. La quasi-totalité est multidiplômée, des masters de toutes sortes, ingénieurs agronomes, ingénieurs œnologues, HEC, enfin beaucoup de... Voilà. Et elles ont mené des projets un peu formidables. Et quand elles sont revenues à leur ADN, je dirais, sur le terre de leur enfance, quand elles ont choisi, c'est un choix de vie, c'est vraiment choisir leur destin, à ce moment-là, elles ont apporté une formidable valeur ajoutée. Et plutôt que de se tourner uniquement vers la production, elles ont valorisé cette production. Donc aujourd'hui, elles ont créé leur propre marque de cognac et elles en parlent. Elles ont créé aussi des sites touristiques. Elles continuent de voyager, de garder tous ces contacts. Elles doivent s'inscrire dans un monde en perpétuelle mutation. Elles doivent être à la fois techniciennes, gestionnaires, stratèges, créatives. Ce sont des femmes plurielles. Je dirais que je les appelle mes femmes couteaux suisses parce qu'elles ont des vies professionnelles, familiales, personnelles. Elles arrivent quand même à faire un petit peu de sport, un petit peu de musique en dehors de tout ça. Je dirais que ces portraits de femmes représentent absolument tous les métiers du cognac. Ce sont avant tout des parcours de vie qui ont été magnifiquement saisis par les très belles photos d'Albane de Roffignac. Et en fait, ces photos viennent en miroir de mes textes. Je dirais que ce sont des portraits, comme le cognac, à déguster sans modération. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, le prix Claire Belon, vous êtes habitué maintenant, je crois, à ce prix qui récompense un coup de cœur de l'Académie. Et ce prix, son nom doit vous l'indiquer, ce prix est une magnifique bourriche d'huîtres qui est offerte à notre lauréate par les producteurs de Marennes-Oléron grâce à Monsieur Michael Vallet. Je vous demande de les applaudir aussi parce que c'est un travail, comme le cognac, c'est un travail difficile et qui mérite applaudissements. Mesdames et messieurs, voilà pour ce palmarès 2024 de l'Académie de Saintonge. Nous allons passer maintenant à un moment aussi qui est très important pour nous, pour la vie de notre Académie et qui est aussi très émouvant, qui est la réception des nouveaux académiciens. Alors les nouveaux académiciens,
Cette année, c'est un nouvel académicien et une nouvelle académicienne, voilà, que l'on reconnaît à son plumage coloré, vous savez, comme dit notre spécialiste des oiseaux. Nous allons d'abord recevoir, dans leur ordre d'arrivée à l'Académie, Éric Després, qui a été élu au 14e siège, et c'est Didier Néraudot, notre collègue, qui va vous le présenter. Éric Després est né en 1964 à Niort, mais depuis cette même année, il habite à Aigrefeuille-d'Aunis. Intéressé très tôt par les fossiles, il ramasse ses premiers spécimens quand il avait 9 ou 10 ans, et il a poursuivi ses collectes jusqu'à aujourd'hui, pendant une cinquantaine d'années. Et il est toujours aussi curieux aujourd'hui, toujours aussi passionné, et il réunit ainsi, après toutes ces années, près de 12 000 animaux et plantes fossilisés. Ces prospections ont débuté en Charente-Maritime, puis elles se sont progressivement élargies aux autres départements du nord de l'Aquitaine et du Poitou, pour finalement s'ouvrir à toutes les régions limitrophes, intégrant même des pièces paléontologiques remarquables qui sont venues d'étrangers et qu'il a souvent obtenues lors d'échanges avec des structures muséales d'autres pays. Éric Després s'est toujours efforcé de faire partager ses découvertes et ses connaissances à un large public. Cette démarche a débuté avec la réalisation d'un musée qu'il a construit avec son père. Et c'est dans ce musée qu'il organise depuis longtemps déjà des visites gratuites pour des scolaires, des universitaires et des associations diverses, comme les académiciens il y a quelques années déjà. Cette activité s'est développée avec la mise à disposition de ces fossiles pour des expositions grand public dans d'autres structures que son propre musée, comme les espaces muséographiques du Grand Pressigny en 2011, le musée d'Angoulême en 2014-2015, le centre minier de Fémoraux en 2013, le muséum de La Rochelle en 2015 et même le musée vert de Le Mans en 2015 et 2016. Et ces collections ont non seulement participé à des expositions dans d'autres grands musées, mais elles ont été plus localement le support total d'expositions qui ont été montrées à l'aquarium de La Rochelle, comme la vie dans les lagons du Jurassique et du Crétacé, qu'il avait montré en 2007, puis ensuite les poissons fossiles, qu'il avait exposé en 2010, et enfin les ammonites, chef-d'œuvre du temps, exposé en 2012. Alors, outre les musées et les expositions, Éric Després s'est investi dans la vulgarisation scientifique grâce à 3 films co-réalisés avec Léon Damour et Pierre Miramant. La diffusion de ces films ayant été généralement suivie de conférences tout public sur les thématiques mises en images. Au total, rien qu'en région Poitou-Charentes, plus de 3000 personnes, et certainement plus encore aujourd'hui, sont venues assister à ces documentaires paléontologiques et aux exposés qui leur étaient associés. Sur le plan de l'écriture, les activités d'Éric Després, eh bien, elles conjuguent les publications scientifiques et les guides de vulgarisation. Il a des co-signatures d'articles académiques qui s'inscrivent dans l'étroite collaboration qu'il mène avec divers chercheurs du CNRS et d'autres chercheurs universitaires, enseignants-chercheurs pour la plupart, avec qui il collabore depuis environ 30 ans, fructueusement, et parmi eux, notamment les paléontologues de l'Université de Rennes, auxquels j'appartiens. De multiples fossiles remarquables pour leur importance dans la compréhension de l'évolution de la vie, mais aussi pour la datation des couches géologiques du passé, ont été réalisés grâce aux spécimens collectés par Éric Després, qui les a spontanément confiés aux interlocuteurs scientifiques. Ces dons ont abouti à une trentaine de publications dans des revues scientifiques de premier plan, nationales ou internationales, et certaines espèces fossiles ont été nommées par les scientifiques en hommage à Éric Després. Et c'est ainsi que certains insectes, ou même une plante comme Eucalyptolorus Desprez, porte son nom, Desprez, ayant un hommage à Desprez. Ont ainsi été publiés tour à tour, grâce à ces découvertes, celles d'Éric, des insectes, des restes de dinosaures, des requins, des plantes fossiles datant du Crétacé, et parallèlement à ces publications, le matériel paléontologique collecté par Éric a constitué aussi le support d'études d'étudiants de master, d'étudiants en thèse, et grâce au matériel collecté par Éric, ces étudiants en thèse sont eux-mêmes devenus de grands paléontologues dans diverses universités, à Montpellier, à Paris ou à Rennes. Dans le domaine de la vulgarisation, il a fait un ouvrage en 2011 qui avait été récompensé par l'Académie, Paléontologie de l'ONIS,
sur les traces d'Alcide d'Orbigny, qu'il avait coécrit avec Pierre Miramant et Thierry Bouillet. Et puis plus récemment, un autre ouvrage publié en 2004, met en lumière les trésors paléontologiques de notre région. Alors en tant qu'enseignant-chercheur et paléontologue depuis 30 ans, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de nombreux prospecteurs et collaborateurs amateurs de fossiles, certains d'entre eux ayant collaboré ponctuellement à mes activités de recherche ou à celles de collègues universitaires. Mais de toutes ces rencontres humaines et scientifiques, celle d'Éric Després est exceptionnelle par la combinaison d'une honnêteté et d'un dévouement sans faille, par la justesse et l'ambition de son questionnement scientifique et par la qualité et la diversité de ses travaux, tant au service du grand public qu'à destination du monde scientifique. C'est donc avec un grand bonheur et avec honneur que j'accueille aujourd'hui Éric Després au 14e siège de l'Académie de Saint-Onge. Mesdames et messieurs, les académiciens, chers amis, merci à Didier Neurodo pour ce portrait paléontologique sans faille. Didier, cela fait bientôt près de 20 ans que nous partageons la même passion, la paléontologie. Paléontologue passionnant et passionné, avec qui j'ai exploré de nombreux sites exceptionnels de notre territoire charentais, d'une rigueur paléontologique incontournable. Tu m'as aussi fait découvrir les interstices de cette discipline par le biais de nombreuses publications et ouvrages scientifiques. Aujourd'hui, je suis honoré de me voir accueilli parmi vous, mesdames et messieurs les académiciens, en rejoignant cette belle institution qui est l'Académie de Saint-Onge. Ma soif de découverte ne cherche qu'à s'ouvrir à la culture, au patrimoine et plus simplement au monde qui nous entoure. Aussi, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Me voilà propulsé au 14e siège à la suite de Marc Fardet, académicien depuis 2001. Marc Fardet est un personnage incontournable de la mémoire rochefortaise. Il fut responsable du service historique de la marine de Rochefort. On lui doit à ce titre l'inventaire des archives de la marine. Infatigable et déterminé, il est l'auteur de nombreux articles sur Rochefort et l'arsenal de Colbert. Les travaux de Marc Fardet ont également été consacrés au sauvetage de l'architecture remarquable qui est ce magnifique monument enjambant la Charente, le pont transbordeur de Rochefort, dernier de sa catégorie. Nous pouvons aujourd'hui admirer ce bel ouvrage fraîchement restauré. Marc Fardet, par de nombreux articles, est aussi un ardent défenseur des paysages de Charente-Maritime en condamnant la prolifération des parcs éoliens. Du côté artistique, sous l'impulsion de son épouse Marie-Claude, il a créé ainsi l'ensemble choral et instrumental dit de la Corderie Royale, spécialisé en musique baroque. Des amarres de la Corderie Royale, c'est outre-Atlantique que Marc Fardet devait poser l'ancre afin de faire renaître par un ouvrage passionnant et fort bien illustré l'histoire d'un petit navire pour un grand destin, la Belle. Ce bateau d'une quinzaine de mètres de long et d'à peine 5 mètres de large appartenant à la flotte de Louis XIV, qui a coulé dans la baie de Matagorda en Amérique, mais demeure le symbole de la tentative malheureuse de Cavelier de La Salle de fonder un établissement français permanent dans le golfe du Mexique. Aujourd'hui, c'est au nom de cet héritage que le Capitole du Texas, à Austin, arbore, aux côtés des emblèmes espagnols, mexicains et américains, le drapeau fleur-de-lys des rois de France. Merci, Monsieur Fardet, d'avoir apporté toutes ces connaissances pour enrichir la mémoire de notre département. Sans transition, de l'océan liquide à celui du solide, pris au chalut du temps dans le ressac des rocs, ce n'est pas la Belle que je suis allé chercher, mais ce sont bien des millions d'années d'histoire de la vie qui ont nagé vers ma curiosité. Dans cette Charente-Maritime, aux multiples facettes, riche en secrets paléontologiques, c'est là que je devais aller. Bercé non pas par les flots, c'est l'œil rivé sur les sols calcaires ou sableux de notre belle région, que j'ai mis mes pas dans ceux de grands naturalistes comme Louis-Benjamin Floriot de Bellevue, Alcide Dessalines d'Orbigny, Charles-Édouard Beltremieux, sans oublier Augustin-Marie Boisselier, chef de comptabilité à l'arsenal de Rochefort et passionné de paléontologie, à qui l'on doit la découverte des premiers ossements de dinosaures dans notre département à Saint-Aignan. Tous ces hommes m'ont ouvert un champ de prospection quasi illimité. Riche de ces enseignements, c'est mon âme qui, à l'âge de 9 ans, est tombée dans les entrailles de cette terre charentaise pour devenir aujourd'hui ce que je suis. Au milieu de nulle part,
dans ces contrées charentaises où je me suis tant de fois assis en tailleur, non pas pour la méditation, mais pour l'interrogation. Pour un instant voyager dans le temps, observer et se dire « Il y a-t-il ici quelque chose que je ne vois pas ?» Le temps s'arrêtait, alors au moment où l'émerveillement commence, ici une dent de requin d'à peine 3 mm, là une vertèbre centimétrique d'un serpent ancestral, et me voilà transporté dans un voyage temporel sans limite. Chef-d'œuvre du temps, mes découvertes devaient finalement servir la science et mon patronyme marqué pour la postérité avec l'ancêtre des lauriers, Eucalyptolorus des prairies, mais aussi des termites ancestraux dédiés à mes 2 filles, Chloé et Salomé, ou bien la première plume de dinosaure de grande taille découverte en France, ou bien encore une nouvelle famille de libellules, et bien d'autres par la suite. Aidé par de nombreux passionnés, professionnels, amis, dont Didier Nérodo, Pierre Miramant, Thierry Bouillet, Léon Damour, et bien d'autres, ainsi que ma précieuse famille, mon épouse, Sylvie, nos 2 filles, mes parents, sans oublier la rencontre avec Pascal et Roselyne Coutan, qui marquera une belle collaboration donnant naissance à des expositions remarquables dans ce lieu prestigieux qui est l'Aquarium de La Rochelle. Ce sont aujourd'hui des milliers d'heures de prospection, près de 12 000 pièces réunissant plusieurs collections, ammonites, oursins, dinosaures, plantes, que les scientifiques et naturalistes peuvent venir observer. Belle reconnaissance que de rejoindre l'Académie de Saintonge, mais aussi une belle reconnaissance et hommage à tous ceux qui m'ont soutenu depuis mes débuts jusqu'à ce jour. Merci. Bien. Bienvenue Éric Després au 14e siège de l'Académie de Saintonge. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous sommes heureux également d'accueillir Anne Richard. Anne Richard qui a été élue au 6e siège et qui est reçue dans notre académie par Emmanuel de Fontaigneux. Les voies qui s'ouvrent dès l'enfance sont les plus prometteuses. Qui sait si le fait de naître dans l'abbaye Blanche de Mortain, ancien établissement cistercien de la Manche, n'a pas donné à Anne Richard quelques facilités dans sa relation avec le ciel. Le magnifique spectacle de la nature, nous sommes ici dans le bocage normand, s'inscrit très tôt au cœur de sa vie. Tous les dimanches avec son père, médecin de campagne, un exemple vivant d'existence tournée vers les autres, dans de longues marches de découverte et de mémorables escapades en camping-car de l'Écosse aux Pyrénées, en passant par la baie du Mont-Saint-Michel et ce Graal des naturalistes qu'est l'îlot de Tomblaine. Anne n'est pas scout, mais élevée à la scout, avec une dilection précoce pour les nuits à la belle étoile, qui traverse l'éternité cosmique. Ses études d'ingénieur en agriculture ne lui apportent pas ce qu'elle recherche, pas plus que ses premières incursions professionnelles dans un milieu agricole dont elle n'est pas issue et qui ne jure que par le productivisme. Anne est en quête d'une autre forme de relation à la nature. Avec son mari, Bruno, qui travaille à l'INRA, quelques années passent en Bretagne. Anne consacre l'essentiel de son temps à l'éducation de leurs 3 enfants. Un déclic se produit alors, découlant de son engagement associatif au sein de Bretagne Vivante, puis de l'écomusée de Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine, en pays pourpré, à la bordure de la forêt de Brocéliande. Ce qui n'est encore qu'une passion va devenir son métier. Elle sera guide naturaliste, c'est-à-dire, comme elle le dit elle-même, intermittente du spectacle de la nature, spécialisée en botanique. Connaître, comprendre et transmettre ce que l'on sait des plantes et des fleurs sauvages demande d'abord une forte capacité à s'émerveiller en marchant, mais passe aussi par l'acquisition inlassable de connaissances permettant le classement des herbes folles par famille, par espèce, leurs propriétés médicinales et alimentaires. Anne confesse un goût pour les milieux improbables et les coins délaissés. Marais, buttes, chemins perdus,
qui se déploient comme de petits mondes. La passion de la connaissance ne serait rien sans l'envie de transmettre. Après les inventaires et expertises, son érudition s'épanouit dans des conférences, stages, publications et sorties nature. En distillateur de territoire, le guide naturaliste est orienté vers les autres. En 1997, Anne et Bruno se fixent en Charente-Maritime, à Rochefort d'abord et puis à Fouras, entre, dit-elle, espérance et paradis. Une association voit le jour en 2004, à Fleur de Marais, balade nature, un outil qui focalise Anne Richard sur la botanique du littoral, de l'estuaire et des îles. Suivent des herbiers, des propositions de balades, des livres de cuisine à base de plantes, etc. Fouras, c'est aussi le lieu d'éclosion d'une nouvelle passion, la pratique du bain de mer quotidien toute l'année. Exercice dont on ne dira jamais assez les bienfaits, le froid saisit, mais le choc mène infailliblement à une forme de résurrection. Le groupe des bonnets de grand-mère se constituera un peu plus tard. Elle pourra peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Parmi sa riche bibliographie, je voudrais souligner pour conclure un livre charmant qui résume la généreuse personnalité de l'autrice, Jeux buissonniers, une belle fête champêtre, édité à la Nage de l'Ours en 2022. Il explique comment confectionner des jouets éphémères ou pérennes à partir de végétaux, branchages, feuilles, fleurs ou fruits. Un livre conçu par une mamie magicienne avec l'aide active de 6 de ses petits-enfants pour produire des boîtes à trésors, des mandalas, des couronnes, des colliers de fleurs, des éventails et des sifflets. La botanique trace aussi un chemin vers l'art d'être grand-mère. Je remercie l'Académie de Saintonge de m'accueillir parmi ses membres, et tout particulièrement Emmanuel de Fontaigneux qui, avec élégance et délicatesse, a su retracer mon cheminement, celui qui m'a mené jusqu'à vous aujourd'hui. À cette évocation bienveillante, j'ajouterai quelques touches. Je suis née en même temps que l'Académie de Saintonge, qui fête cette année ses 67 ans. Avec à Fleur de Marais, Balade Nature, l'association que j'ai créée en 2004 à Fouras, ce sont des milliers de personnes de tous horizons qui ont participé aux sorties de découverte de la flore et des paysages charentais. Transmettre, apprendre à s'émerveiller, changer son regard sur la flore spontanée, les soi-disant mauvaises herbes, voilà ce qui me motive. Depuis 20 ans, j'ai aussi été sollicitée pour former des professionnels, les éco-gardes de l'île de Ré, les brigades vertes du département, les services des espaces verts de nombreuses communes, et même les animateurs nature de Terre de Sel à Guérande. En 2013, l'éditeur Les Petites Allées à Rochefort, lauréat de cette académie, a eu la bonne idée de publier un extrait de l'ouvrage que René Prime-Verlesson avait publié en 1835, La flore rochefortine. Cet ouvrage m'a captivée et j'ai eu envie d'en savoir plus. Je me suis rendue à l'ancienne école de médecine navale de Rochefort, où j'ai pu consulter longuement l'intégralité de ce livre. Cette recherche m'a amenée à proposer une conférence où, après avoir présenté la vie passionnante et les voyages de René Prime-Verlesson, j'ai essayé de comparer la végétation actuelle autour de Rochefort avec celle qu'il a décrite dans la flore rochefortine et son évolution en 200 ans. J'espère vous entraîner un jour dans mes pérégrinations naturalistes à la découverte de senteurs et de saveurs nouvelles ou oubliées, offertes par la nature saintongeaise. Je prendrai pour exemple le masseron, une plante très commune sur nos côtes, qui aurait été introduite par les Romains, consommée pendant tout le Moyen-Âge et aujourd'hui tombée dans l'oubli. Je souhaite maintenant rendre hommage à mon illustre prédécesseur, Alain Brastade, que, grâce à la complicité de Christian Vernoux, j'ai presque l'impression d'avoir connu. Alain Brastade a vécu à Jarnac, à quelques lieues de Cognac. 2 points essentiels ont marqué sa vie. Sa profession, directeur de la maison de Cognac de la Main à Jarnac,
la marque préférée du président Mitterrand, lui-même né et inhumé à Jarnac. La distillation est tout un art. Il faut un assemblage savant pour obtenir la spécificité d'un cognac. C'est ce savoir-faire qui conforta la réputation et la prospérité de la maison qui dirigea pendant 29 ans jusqu'en l'an 2000. Deuxième point essentiel, ses passions. L'histoire régionale, le patrimoine, l'archéologie, la généalogie. Alain Brastad est issu d'une famille d'érudits, les Delamain Brastad. Son ancêtre, Philippe Delamain, archéologue, a fouillé et publié le cimetière mérovingien d'Erpes. Son grand-père, Robert Delamain, était président de la Société archéologique et historique de la Charente. Il était aussi spécialiste des faïences régionales. Un de ses grands-oncles, Jacques, était ornithologue et a rédigé plusieurs ouvrages de référence. Alain lui a rendu un vibrant hommage lors d'une conférence à l'abbaye de Châtres pendant les Journées du patrimoine l'année dernière. S'il paraissait un peu froid en premier abord, Alain Brastad était en réalité un homme chaleureux, très cultivé, toujours prêt à discuter, à échanger sur de nombreux sujets. Il avait aussi un humour un peu british. D'ailleurs, le milieu du cognac est très marqué par les relations avec nos voisins d'outre-Manche. Il allait souvent aider Christian Vernou lors de ses prospections archéologiques. Son épouse, Marie-Lise, discrète et charmante, l'accompagnait souvent sur les chantiers de fouilles, mais aussi dans ses recherches patrimoniales. Alain Brastad était membre du groupe de recherche et d'études historiques de la Charente-Saintongeaise et donnait des conférences sur des sujets variés. Il était aussi membre de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, cherchant inlassablement à retrouver les noms des personnes, des lieux ou des professions dans les documents anciens. Il a ainsi publié 2 ouvrages de plus de 400 pages concernant la correspondance des sieurs Bougnot, père et fils, adjudicataires du marché de fourniture en eau de vie pour le magasin aux vivres de Rochefort. À Jarnac, catholiques et protestants se côtoyaient en bonne intelligence. Alain Brastad, de famille protestante, a écrit sur l'histoire de la religion réformée en Charente et sur son rôle dans le négoce, mais il a aussi écrit une monographie sur l'église de Jarnac. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire des religions. Enfin, pour compléter ce tableau des nombreux talents et de l'éclectisme des centres d'intérêt d'Alain Brastad, j'ajoute qu'il était aussi un homme respectueux de la nature, souvent révolté des abus des hommes. Contemplatif, il ne se lassait pas d'admirer la beauté des choses. En cela, nous nous rejoignons bien, et je suis très honorée de m'asseoir au 6e siège qu'il a occupé avant moi durant 25 années. Bienvenue à Anne Richard au 6e siège de notre académie où elle succède à Alain Brastad, et bienvenue à Éric Després au 14e siège qui était occupé précédemment par Marc Fardet, qui est devenu membre honoraire de l'académie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous donner encore une occasion de montrer la puissance de vos applaudissements pour remercier Blake Jones et Christopher Jones, qui sont aux manettes de cette réunion pour tout le côté audiovisuel, et grâce à qui, vous le savez, cette cérémonie va se retrouve déjà, d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu en live, comme on dit en bon français, et va continuer à être sur la chaîne de l'Académie de Saintonge, sur YouTube. Mesdames et messieurs, pour vos applaudissements, Blake Jones et Christopher Jones, qui sont dans la régie. Voilà, je vous remercie tous d'être venus à cette 68e réunion. Rendez-vous pour les 69e prix de l'Académie de Saintonge l'an prochain, même endroit, même heure, et à l'année prochaine à tous pour les prix de l'Académie de Saintonge 2025. Bravo.